Trois corps, le fond de l'Atlantique. Zéro survivant. Le 16 juillet 1989, John F. Kennedy Jr. monta à bord de son petit avion Piper Saratoga avec sa femme Caroline et sa belle-sœur Lorraine. 3 heures plus tard, ils étaient tous les trois morts. Il avait 38 ans. Avocat, éditeur de magazines et l'homme le plus photographié d'Amérique. Et le pire, c'est que tout le monde l'avait vu venir. Parce que John Jr., héritier d'un nom qui tue, s'est retrouvé ce soir-là de juillet aux commandes d'un avion qu'il n'aurait jamais dû piloter, et il a reproduit exactement le même schéma qui avait détruit son père, ses oncles et chaque personne ayant porté ce nom inscrit sur ses papiers d'identité. Parce que John Jr. n'était pas le seul. Il y eut une sœur qui s'enfuit en Grèce avec sa mère pour échapper aux caméras, mais le nom la poursuivit jusqu'à faire d'elle la dernière survivante. Il y eut une autre qui mourut enfermée dans une institution pendant 64 ans après que son propre père eut détruit son cerveau. Et il y eut un frère qui ne vécut que 39 heures, juste assez longtemps pour briser son père 3 mois avant Dallas. Car le nom Kennedy n'a jamais été qu'un nom. C'était une condamnation à mort, transmise au moment de la naissance. Dans les années 60, être un Kennedy signifiait être intouchable. La Maison-Blanche n'avait jamais autant brillé. Jackie Kennedy redéfinissait l'élégance américaine. Les enfants jouaient dans le bureau ovale. Les caméras capturaient chaque sourire, chaque pas, chaque instant d'une famille qui semblait conçue pour être parfaite. Mais derrière les colonnes blanches, il y avait 3 enfants qui grandissaient sans comprendre que leur enfance était diffusée en direct. Caroline avait 5 ans lorsqu'elle apprit à sourire pour les caméras. John Jr. en avait 3 lorsqu'il salua militairement le cercueil de son père devant 100 millions de personnes. Patrick ne vécut que 2 jours. Il naquit avec des problèmes respiratoires le 7 août 1963 et mourut le 9. Puis vint Dallas, le 22 novembre 1963, 12h30. Dealey Plaza, un coup de feu puis un autre, puis le chaos, et 3 enfants qui perdirent leur père au même instant où l'Amérique perdit son innocence. Mais derrière le mythe, il y avait les enfants. Ce que personne ne raconte, c'est ce que signifie vivre quand ton nom de famille est synonyme de tragédie. Caroline Kennedy avait 6 ans lorsque des agents des services secrets lui expliquèrent qu'elle ne pouvait plus jouer dans le jardin sans escorte, que toute personne s'approchant d'elle pouvait être dangereuse, que son visage était si célèbre que sortir acheter une glace impliquait une opération de sécurité avec 3 agents, 2 itinéraires de fuite et aucune possibilité de normalité. John Jr. avait 4 ans lorsqu'on lui dit qu'il ne pouvait pas pleurer en public, que l'Amérique l'observait, qu'il devait être fort parce qu'il était un Kennedy et que les Kennedy ne se brisent pas devant les caméras. Jackie Kennedy tenta de les protéger. Elle les sortit de Washington, les emmena à New York, changea d'école tous les 2 ans pour éviter les photographes. Elle construisit des murs invisibles autour de ses enfants. Mais peu importe le nombre de murs qu'elle élevait, le nom Kennedy les traversait. Chaque fois que Caroline écrivait son nom sur une copie d'examen, les professeurs regardaient 2 fois. Chaque fois que John Jr. essayait de se faire des amis, les autres enfants ne voyaient pas un enfant, ils voyaient le fils du président assassiné. Ils vivaient dans une bulle où la normalité était impossible, où chaque décision devenait une rumeur, où le nom n'était pas seulement un nom, mais un symbole porté sur le dos comme une croix de fer. Et personne ne savait ce qui allait arriver. Pendant longtemps, personne n'osa parler de ce que signifie réellement hériter d'un nom maudit. Mais les vérités enterrées trouvent toujours un chemin pour remonter à la surface. En 1968, 5 ans après Dallas, Robert Kennedy, l'oncle de Caroline et de John Jr., décida que c'était son tour, que les Kennedy retourneraient à la Maison-Blanche. Le 5 juin 1968, après avoir remporté la primaire de Californie, il traversait la cuisine de l'hôtel Ambassador à Los Angeles. Un homme nommé Sirhan Sirhan l'attendait avec un revolver de calibre .20. 3 coups de feu. Robert Kennedy mourut 26 heures plus tard. Caroline avait 10 ans lorsqu'on enterra son oncle. John Jr. en avait 7. Et à ce moment-là, ils comprirent quelque chose qu'aucun enfant ne devrait jamais comprendre. Le nom Kennedy n'attirait pas seulement les caméras et les applaudissements, il attirait aussi les balles. Des rumeurs commencèrent à circuler, disant que la famille était maudite, que tous les hommes Kennedy mouraient jeunes, qu'il y avait quelque chose dans ce nom qui attirait la tragédie comme un aimant sombre. Et les rumeurs avaient raison. Mais les Kennedy n'étaient
pas les seuls à porter un nom maudit. Il y a quelque chose que je ne devrais pas encore dire. Cela fait des mois que j'enquête sur la famille d'Adolf Hitler, et j'ai trouvé quelque chose que je n'ai jamais vu publié. Lorsque cette chaîne atteindra 1000 abonnés, je le raconterai. Abonne-toi si tu veux connaître cette histoire, car ce que j'ai découvert sur les Hitler n'est pas facile à oublier. Joseph Kennedy Jr., le frère aîné de JFK, mourut en 1944 lorsque son avion explosa au-dessus de la Manche. Il avait 29 ans. Kathleen Kennedy mourut dans un accident d'avion en 1948. Elle avait 28 ans. Puis JFK et Robert furent assassinés. Mais ce qui arriva ensuite allait tout changer pour toujours. Dans ce silence commencèrent les secondes vies de Caroline et de John Jr. L'autopsie révéla que l'avion était entré dans une spirale descendante, que John Jr. avait perdu son orientation spatiale dans le brouillard, qu'il avait tenté de corriger la trajectoire mais dans le mauvais sens, qu'il s'était écrasé parce qu'il ne savait plus où était le haut et où était le bas. Pourquoi un homme qui avait tout aurait-il décidé de piloter un avion dans des conditions qu'un pilote expérimenté aurait évitées? La réponse est simple. Parce que John Jr. avait besoin de prouver qu'il était capable de faire quelque chose de difficile, qu'il pouvait contrôler quelque chose, que tout dans sa vie n'était pas dicté par le nom qu'il avait hérité. Mais au final, ce qui l'a tué, ce n'était ni le brouillard, ni son manque d'expérience. C'était le même élan qui avait tué son oncle Joe en 1944, sa tante Kathleen en 1948, son père en 1963, son oncle Robert en 1968. Le besoin d'être plus qu'un Kennedy, le besoin de prouver quelque chose, le besoin de voler trop haut, trop vite, trop seul. Après l'accident, John F. Kennedy Jr. fut incinéré et ses cendres furent dispersées dans l'océan Atlantique depuis un navire de la marine américaine. Chaque année, des milliers de personnes continuent de se souvenir de l'image de ce petit garçon de 3 ans saluant le cercueil de son père. Au fond, John Jr. n'a jamais cessé d'être cet enfant-là. Il a simplement appris à porter cette image jusqu'à ce que son poids finisse par le faire tomber du ciel. Patrick Bouvier Kennedy, le fils qui mourut avant même d'avoir un nom. Patrick Bouvier Kennedy naquit le 7 août 1963 sur la base aérienne d'Otis, dans le Massachusetts. Il arriva avec 5 semaines et demie d'avance. Il pesait un peu plus de 2 kilos. Il souffrait du syndrome de détresse respiratoire néonatale. Ses poumons n'étaient pas complètement développés. Il ne pouvait pas respirer sans assistance. Il fut immédiatement transféré à l'hôpital pour enfants de Boston. JFK annula tous ses engagements et resta près de l'incubateur, regardant son fils lutter pour chaque respiration. Patrick mourut le 9 août 1963 à 4h04 du matin. Il vécut 39 heures et 12 minutes. JFK tint son fils mort dans ses bras pendant 3 minutes avant que les infirmières ne l'emportent. Puis il quitta l'hôpital, monta dans la voiture présidentielle et pleura. Les agents des services secrets, qui ne l'avaient jamais vu pleurer, ne surent pas quoi faire. L'un d'eux dira plus tard, « C'était comme voir un dieu se briser ». Jackie Kennedy reçut la nouvelle dans son lit d'hôpital. Elle ne dit rien. Elle attendit que tout le monde quitte la chambre et, selon son infirmière, laissa échapper un cri si aigu qu'on l'entendit jusqu'au couloir. Patrick fut enterré le 10 août 1963. La cérémonie fut privée. Il n'y eut ni presse ni caméra. Mais voici ce que personne ne raconte. Patrick ne resta pas seul dans cette tombe très longtemps. En novembre 1963, 3 mois après avoir enterré son fils, JFK fut assassiné à Dallas. Et lorsque son corps fut transféré à Arlington, Jackie Kennedy prit une décision. Patrick serait exhumé et réenterré aux côtés de son père. Ainsi, en décembre 1963, le petit cercueil fut déterré et transporté à Arlington. Aujourd'hui, il repose aux côtés de JFK, de Jackie et d'une fille sans nom, un fœtus que Jackie perdit en 1956. 4 tombes, une famille, tous morts trop tôt. Patrick Bouvier Kennedy n'eut jamais l'occasion de porter le nom. Il ne sut jamais qu'il était le fils d'un président. Il ne ressentit jamais le poids des caméras. Mais sa mort marqua JFK d'une manière qu'aucun discours, aucune crise, aucune décision présidentielle ne put jamais égaler. Les historiens disent que JFK changea après Patrick, qu'il devint plus réfléchi, plus conscient de sa propre mortalité. Et peut-être que cette conscience fut ce qui le poussa à baisser la capote de la voiture à Dallas 3 mois plus tard. Parce que lorsque tu as déjà vu mourir ton enfant, les balles cessent de faire peur. Patrick mourut sans connaître son père.
JFK mourut sans pouvoir oublier son fils, et tous deux finirent dans la même tombe, unis par un nom qui tue même ceux qui n'ont jamais vécu assez longtemps pour le prononcer. Rosemary Kennedy, la sœur effacée. Rosemary Kennedy naquit le 13 septembre 1918. Elle était la troisième enfant de Rose et Joseph Kennedy. Une petite fille belle, aux yeux brillants et au sourire facile. Mais dès les premiers mois, quelque chose n'allait pas. Rose Kennedy fut la première à le remarquer. Rosemary atteignait les étapes du développement plus lentement. Elle avait des difficultés à parler, à lire. Aujourd'hui, on dirait qu'elle souffrait d'un handicap intellectuel léger. Dans les années 1920, on disait qu'elle était arriérée. Et pour les Kennedy, une famille obsédée par la perfection publique, Rosemary était un problème. Joseph Kennedy tenta de la cacher. Il l'envoya dans des internats où les religieuses la tenaient à l'écart des caméras. Lorsque la famille posait pour des photos officielles, Rosemary apparaissait sur le côté, sérieuse, sans sourire. Mais en 1941, lorsque Rosemary eut 23 ans, quelque chose changea. Elle commença à avoir de violentes sautes d'humeur. Elle criait au milieu de la nuit. Elle tentait de s'échapper de l'institution. Et Joseph Kennedy, terrifié à l'idée que Rosemary ruine la réputation familiale, prit la décision la plus brutale de sa vie. En novembre 1941, sans consulter Rose ni ses autres enfants, Joseph Kennedy autorisa une lobotomie frontale pour Rosemary. La méthode était simple. On introduisait un instrument chirurgical au-dessus de l'œil, on le poussait dans le cerveau et on sectionnait les connexions du lobe frontal. Le docteur Freeman demanda à Rosemary de chanter pendant l'intervention. Elle commença par chanter « God bless America ». À mi-chanson, elle s'arrêta. Ses mots devinrent incohérents. Puis le silence. La lobotomie détruisit Rosemary. Elle perdit la capacité de marcher sans aide. Elle perdit la parole cohérente. Elle resta avec les capacités mentales d'une enfant de 2 ans. Joseph Kennedy l'envoya à l'école Sainte Coletta, dans le Wisconsin. Pendant les 20 années suivantes, aucun membre de la famille Kennedy ne parla de Rosemary. Elle n'apparaissait pas dans les biographies officielles. Quand quelqu'un demandait ce qu'elle était devenue, la famille me répondait « Elle est dans un couvent consacré à Dieu ». JFK devint président en 1961. Les Kennedy brillaient à Washington. Et Rosemary Kennedy restait enfermée dans le Wisconsin, incapable de parler, incapable de marcher seule, sans savoir que sa famille était devenue la plus célèbre d'Amérique. Ce ne fut qu'en 1987, après la mort de Joseph Kennedy, que la famille révéla enfin la vérité. Sa sœur Eunice Kennedy Shriver écrivit un article confessant la lobotomie. Rosemary Kennedy mourut le 7 janvier 2005 à l'âge de 86 ans. Elle passa 64 ans en institution. Elle ne vécut plus jamais avec sa famille. Elle ne sut jamais que son frère avait été président. Rosemary porta le nom Kennedy d'une autre manière. Elle ne fut pas tuée par une balle ni par un avion. Elle fut détruite par la peur de sa propre famille qu'elle ne soit pas parfaite. Kathleen Kennedy, la rebelle qui défia tout. Kathleen Agnes Kennedy naquit le 20 février 1920. Ses frères et sœurs l'appelaient Kik, et Kik n'avait peur de rien. En 1938, lorsque son père fut nommé ambassadeur au Royaume-Uni, Kik avait 18 ans. Elle s'installa à Londres avec sa famille, et c'est là qu'elle fit l'impardonnable aux yeux des Kennedy. Elle tomba amoureuse d'un protestant. William Cavendish, marquis de Hardington, héritier du duc de Devonshire, rencontra Kik lors d'une réception à Londres. Il était beau, élégant, formé à Eton, et il était anglican. Pour Rose Kennedy, catholique fervente, cela signifiait une seule chose. Sa fille se condamnait à l'enfer. Rose interdit à Kik de voir William. Kik n'écouta pas. Elle continua de le voir en secret, de lui écrire des lettres. Et lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata en 1939 et que William s'engagea dans l'armée britannique, Kik prit la décision la plus radicale de sa vie. Elle resterait à Londres, quoi qu'en dise sa famille. En 1944, alors que la guerre faisait encore rage, Kik et William se marièrent au Chelsea Register Office de Londres. Ce fut une cérémonie civile. Il n'y eut pas de prêtre catholique. Lorsque Rose Kennedy l'apprit, elle cessa de parler à sa fille. Le mariage dura 4 mois. Le 9 septembre 1944, William Cavendish fut tué au combat en Belgique, abattu par un tireur allemand. Il avait 26 ans. Kik en avait 24. Elle était veuve d'un homme que sa famille n'avait jamais accepté. Kik rentra aux États-Unis brisée.
Son frère Joe Jr. était mort quelques semaines plus tôt. Son mari était mort. Sa mère refusait toujours de lui parler. Mais Kik ne renonça pas. En 1946, elle retourna à Londres. Elle acheta un appartement à Smith Square et en 1948, elle rencontra Peter Fitzwilliam, un comte marié, protestant, avec une réputation de coureur de jupons. Ils tombèrent amoureux. Peter divorça et Kik décida qu'elle l'épouserait, quoi qu'en pense sa famille. Rose Kennedy lui envoya une lettre. « Si tu épouses cet homme, tu seras morte pour moi. » Le 13 mai 1948, Kik et Peter montèrent à bord d'un avion privé à Paris. Ils se rendaient à Cannes. Le vol devait durer 2 heures, mais l'appareil entra dans une tempête au-dessus des Alpes françaises. À 15h30, l'avion s'écrasa contre une montagne près de Privas. Kik mourut sur le coup. Elle avait 28 ans. Joseph Kennedy se rendit en France pour rapatrier le corps de sa fille. Rose Kennedy resta aux États-Unis. Elle n'assista pas aux funérailles. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, elle répondit « Kathleen a fait ses choix ». Kik fut enterrée dans le cimetière de la famille Cavendish à Chatsworth, en Angleterre. Elle ne repose pas avec les Kennedy dans le Massachusetts. Elle n'est pas à Arlington auprès de son frère JFK. Elle repose en terre britannique protestante, loin de la famille qui n'accepta jamais ses décisions. Kik Kennedy fut la seule à tenter de s'échapper, la seule à défier le nom, la seule à choisir l'amour plutôt que la réputation familiale. Et le nom Kennedy la tua malgré tout, parce que peu importe la distance parcourue, le nom la suivait comme une ombre. Et cette ombre finissait toujours par rattraper tout le monde. Ted Kennedy, le frère qui survécut à tout. Edward Moore. Kennedy naquit le 22 février 1932. Il était le 9e et dernier enfant de Joseph et Rose Kennedy, le petit dernier, celui dont personne n'attendait rien d'important. Mais un par un, ses frères et sœurs tombèrent. Joe Jr. mourut en 1944. Kathleen mourut en 1948. JFK fut assassiné en 1963. Bobby fut assassiné en 1968. Et soudain, Ted Kennedy, le frère que personne ne prenait vraiment au sérieux, devint le dernier homme Kennedy encore debout. Et le poids fut insupportable. Ted avait 36 ans lorsque Bobby fut assassiné. Il était sénateur du Massachusetts depuis 6 ans. Il n'était pas un leader naturel comme JFK. Il n'avait pas le charisme magnétique de Bobby. Il était simplement Ted, compétent, travailleur, ordinaire. Jusqu'au moment où il n'eut plus le choix. Jusqu'au moment où l'Amérique entière le regarda et lui dit « C'est toi maintenant ». En 1969, Ted Kennedy était le favori pour l'élection présidentielle de 1972. Les sondages le plaçaient 20 points devant Richard Nixon. Mais Ted ne voulait pas être président. Il ne voulait pas finir comme ses frères. Il ne voulait pas que ses enfants grandissent sans père. Il ne voulait pas mourir avant 50 ans. Et puis, le 18 juillet 1961, Ted Kennedy prit la pire décision de sa vie. Ce soir-là, Ted assista à une fête sur l'île de Chappaquiddick, dans le Massachusetts. On buvait. Vers 23h15, Ted décida de partir. Une jeune femme de 28 ans, Mary Jo Kopechne, lui demanda de la raccompagner jusqu'au ferry. Ted accepta. Ils montèrent dans son Oldsmobile noir. Ted avait bu toute la soirée. Il emprunta une route de terre non éclairée. À 23h30, la voiture quitta le pont de Dyke Bridge et plongea dans l'eau. La voiture se retourna. Ted réussit à s'échapper à la nage. Mary Jo Kopechne resta coincée à l'intérieur. Et au lieu de demander de l'aide immédiatement, Ted Kennedy retourna à pied à son hôtel. Il n'appela pas la police. Il n'alerta pas les gardes-côtes. Il partit simplement. Mary Jo Kopechne mourut noyée dans la voiture. Les plongeurs retrouvèrent son corps 10 heures plus tard. L'autopsie révéla qu'elle avait survécu pendant des heures, respirant l'air emprisonné dans l'habitacle. Si Ted avait demandé de l'aide immédiatement, Mary Jo aurait survécu. Ted Kennedy fut inculpé pour avoir quitté les lieux d'un accident. Il plaida coupable. Il reçut une peine avec sursis. Il ne passa jamais une seule journée en prison. Mais sa carrière présidentielle mourut cette nuit-là, à Chappaquiddick. Pendant les 40 années suivantes, Ted Kennedy resta sénateur du Massachusetts. Il fut réélu 9 fois. Il contribua à l'adoption de plus de 2500 lois. Il devint l'un des sénateurs les plus influents de l'histoire des États-Unis. Mais il ne fut jamais président. Et chaque fois qu'il tenta de se présenter, quelqu'un posait la même question. Et Chappaquiddick? Ted Kennedy se maria 2 fois. Il eut 3 enfants. 2 d'entre eux développèrent de graves addictions à l'alcool et aux drogues.
Sa fille Cara mourut d'une crise cardiaque en 2011 à l'âge de 51 ans. Le nom Kennedy continuait de faire des victimes, même dans la génération suivante. Ted Kennedy mourut le 25 août 2009 à l'âge de 77 ans d'une tumeur au cerveau. Il fut enterré à Arlington aux côtés de ses frères JFK et Bobby. Mais ce que personne ne dit à voix haute fut ceci. Ted Kennedy fut le seul frère à mourir vieux. Le seul à ne pas avoir été assassiné. Le seul à ne pas être mort dans un accident d'avion. Le seul à avoir survécu. Et cette survie fut peut-être la plus grande malédiction de toutes. Parce que Ted Kennedy passa 40 ans à porter la culpabilité de ne pas être mort comme ses frères. D'avoir survécu quand eux étaient tombés. D'être le dernier Kennedy debout pendant que tous les autres devenaient des légendes. Et lorsqu'il mourut enfin dans un lit d'hôpital, entouré de sa famille, à 77 ans, avec une carrière politique irréprochable, le titre des journaux ne disait pas « Mort du sénateur le plus influent du XXe siècle ». Il disait « Mort du dernier frère Kennedy », parce que le nom ne l'a jamais laissé être Ted. Il l'a seulement laissé être le dernier. La malédiction continue, les petits-enfants. Et puis, quand il ne resta plus aucun frère, plus aucun enfant de JFK, quand le nom Kennedy sembla enfin destiné à disparaître, une nouvelle génération apparut. En 1984, David Kennedy, fils de Robert Kennedy, mourut d'une overdose dans un hôtel de Palm Beach. Il avait 28 ans. Il disait n'avoir jamais surmonté le traumatisme d'avoir vu, à 13 ans, l'assassinat de son père à la télévision. En 1997, Michael Kennedy, un autre fils de Robert, mourut dans un accident de ski à Aspen. Il avait 39 ans. Il skiait à grande vitesse tout en se lançant un ballon de football. Il percuta un arbre et mourut sur le coup. En 1989, John F. Kennedy Jr. s'écrasa dans l'Atlantique. En 2012, Cara Kennedy, fille de Ted Kennedy, mourut d'une crise cardiaque après une séance de sport. Elle avait 51 ans. En 2019, Saoirse Kennedy Hill, petite fille de Robert Kennedy, mourut d'une overdose accidentelle dans la propriété familiale de Yannisport. Elle avait 22 ans. Elle avait écrit dans son journal « Le nom Kennedy est un fardeau impossible à porter ». Et en 2020, Maeve Kennedy McKean, une autre petite fille de Robert Kennedy, disparut avec son fils de 8 ans alors qu'ils faisaient du kayak dans la baie de Chesapeake. Leurs corps furent retrouvés quelques jours plus tard. Maeve avait 40 ans, 7 petits-enfants morts, tous avant 55 ans, aucun de cause naturelle, et ceux qui sont encore en vie portent à quelque chose de pire que la mort, l'attente constante d'être les prochains. Parce que c'est cela, être un Kennedy en 2025. Ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas la gloire, c'est vivre en attendant le prochain enterrement. Aujourd'hui, en 2025, il reste peu de Kennedy sur la scène publique. Caroline Kennedy a 67 ans. Elle reste la Kennedy invisible. Elle travaille pour des fondations culturelles. Elle refuse les interviews. Elle vit à New York comme si son nom était un secret qu'elle seule connaissait. Robert F. Kennedy Jr., fils de Bobby, a 71 ans. Il se consacre aux théories complotistes sur les vaccins. Sa famille l'a publiquement désavoué à plusieurs reprises. Joe Kennedy III, arrière-petit-fils de Joseph Kennedy, a 44 ans. Il a été député du Massachusetts. Il a tenté de devenir sénateur en 2020 et a perdu. Aujourd'hui, il est envoyé spécial pour l'Irlande du Nord. Il est compétent, intelligent et totalement oubliable. Et c'est là l'ironie finale. Les Kennedy qui survivent sont ceux qui parviennent à être ordinaires. Ceux qui ne cherchent pas à être extraordinaires. Ceux qui acceptent que le nom ne signifie plus rien, sinon une liste de nécrologie. Alors, que sont devenus les enfants de John F. Kennedy? Caroline a choisi l'invisibilité et a survécu. John Jr. a choisi le risque et est mort. Patrick n'a jamais eu la chance de choisir. Mais au-delà d'eux, il y eut des dizaines de Kennedy qui tentèrent de porter un nom plus lourd que ce qu'une vie humaine peut supporter. Certains ont fui, certains se sont cachés, certains se sont rebellés, certains se sont détruits. Et tous, absolument tous, ont découvert la même vérité. Le nom Kennedy n'est pas un héritage, c'est une condamnation. Parce que lorsque ton père change le monde, lorsque ton oncle est assassiné devant les caméras, lorsque ton nom apparaît dans les livres d'histoire avant même que tu saches lire, tu cesses d'être une personne. Tu deviens un symbole. Et les symboles ne pleurent pas. Ils ne doutent pas. Ils n'échouent pas. Les symboles meurent.
Pendant des années, le monde a cru que les Kennedy étaient différents, qu'ils étaient spéciaux, qu'ils portaient dans leur sang quelque chose qui les rendait plus grands que nous tous. Mais la vérité est plus simple et bien plus dévastatrice. Les Kennedy n'étaient pas spéciaux. C'étaient des êtres humains qui ont tenté d'être des dieux. Et les dieux, lorsqu'ils tombent, s'écrasent toujours plus violemment. Parce qu'au final, le pouvoir s'éteint. Les discours s'oublient, les photographies jaunissent, mais l'écho demeure. Et cet écho résonne encore dans chaque Kennedy qui naît avec un nom qui ne promet plus la grandeur, mais seulement la douleur. Il existe d'autres noms qui furent aussi des condamnations. L'un d'eux est presque impossible à prononcer. Les enfants d'Adolf Hitler. Lorsque cette chaîne atteindra 1000 abonnés, je raconterai ce que j'ai découvert. Abonne-toi pour ne pas manquer cette histoire. Certaines vérités ne se disent qu'une seule fois. Celles qui furent réduites au silence pendant des décennies ont enfin trouvé leur voie. Mais certaines attendent encore dans l'obscurité. Et c'est toi qui décides si tu veux les entendre.